étudier, donc ils vont travailler plus. Et donc, ils vont avoir de meilleurs résultats. Et donc, ils vont avoir facilement les concours et ils vont avoir accès aux stages, aux emplois. Et donc, on a l'impression que ce sont les écoles privées qui améliorent la qualité, mais non, c'est juste qu'ils choisissent les meilleurs. Alors que la fac, il n'a pas cette possibilité. Et donc, c'est ça la différence fondamentale. Demain, si on fait la sélection dans la fac, croyez-moi, le taux de réussite va augmenter, on va avoir les meilleurs étudiants avec les mêmes profs, parce que les profs qui enseignent à la fac, ce sont les profs qui enseignent aux écoles privées, c'est les mêmes. Il y a à peu près le même programme. Donc, tu vas avoir une meilleure insertion professionnelle des lauréats de la fac. Et on ne dira plus que la fac, c'est la fabrique à chômage. Donc, oubliez cette idée que c'est la fac. La fac, après tout, c'est quoi? C'est un établissement. C'est juste des murs, des chaises, des tables, etc. Donc, dire que la fac, c'est la source de mon échec, c'est complètement absurde. C'est comme si moi, je travaille dans ma maison et j'ai réussi un concours. Vous voyez, hein, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est la même chose que dire oui, la faute c'est à la fac. Donc bien sûr, il y a des conditions qui n'aident pas, etc. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas une raison pour ne pas travailler. Parce que souvent les étudiants, ils sont découragés, ils disent oui, mais à cause de la fac, voilà, j'ai pas envie de travailler, etc. Il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais tous, on est passé par là. Moi aussi, je me rappelle. C'était à Marrakech, à la fac de Marrakech, qui était une grande quand même université, hein, c'est pas petit. Et les ouvrages, je me rappelle, c'était la première année d'économie, d'ailleurs comme vous, maintenant. Et le seul ouvrage qu'on avait, c'était l'ouvrage de notre professeur. Et vous savez, on était des 10 000, je crois, en première année, parce que Marrakech, à l'époque, il servait tout le sud. C'est-à-dire les gens d'Agadir, à l'époque, il n'y avait pas de fac d'Agadir, etc. Donc les gens d'Agadir, les gens de Ouarzazate, de Rachidia, tout le Sahara, etc., ils venaient étudier à Marrakech. Et donc, on avait 3 ou 4 exemplaires de l'ouvrage. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ton tour arrive, parfois, il faut attendre 1 mois ou 2 mois. Juste pour que tu aies l'ouvrage à la bibliothèque et tu vas faire photocopie pour le garder. Imaginez, 2 mois. Mais ça ne nous a pas empêché d'étudier et d'aller plus loin. Donc, il y aura toujours des obstacles comme ça à la fac, etc. Mais il ne faut pas dire que la fac, c'est le problème. Okay? Donc, celui qui travaille sérieusement, il va travailler à la fac, à l'école privée, à une université privée, à Marrakech, à Ouarzazate, à Bnimlal, à Casablanca, à Paris, à Rome, à Harvard, à New York, peu importe le lieu, l'endroit, celui qui a une motivation pour travailler et pour réussir, il va travailler, il va réussir. Mais celui qui n'a pas envie de travailler, il va toujours chercher des excuses. Oui, un coup c'est la fac, un coup c'est le prof, etc. Donc, enlevez de votre tête, comme j'ai dit, les études, ça ne sert à rien. La fac, c'est juste pour le chômage, etc. Donc, si tu travailles bien, etc., tu as de bonnes mentions, tu vas faire un master, tu vas intégrer une entreprise, tu peux continuer tes études à l'étranger. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissez pas. Et je peux vous certifier que Bnimlal, à partir de 2010, moi, je suis rentré à Bnimlal en 2010, 2011, on a commencé à avoir des étudiants qui travaillaient dans des agences bancaires, des agences commerciales, travaillaient à Marjan lorsqu'il a ouvert, domaine commercial. Ils ont fait le NCG et il y a plein d'étudiants qui me contactent sur Facebook. Ils me disent, monsieur, je suis à Strasbourg, je suis à Paris, je suis à Marseille, je fais mes études. Donc, il y a plein d'étudiants qui sont comme vous, de Bnimlal, de la région, d'Azilal, etc., d'Okhnefra. Et donc, ils font leurs études, ils travaillent sérieusement et après, ils continuent à réussir. Donc, pourquoi moi, je vais écouter quelqu'un qui va me dire, alors que je n'ai même pas encore commencé à travailler, tu sais, c'est perdu d'avance, la fac, ça ne marche pas. Non. Tu prends quelqu'un qui travaille sérieusement, tu le mets à la fac, tu le mets même dans le CID, il va réussir. Tu prends quelqu'un qui ne travaille pas ou qui n'a pas envie de travailler, tu le mets à Harvard, #1, d'ailleurs, hein, c'est le numéro 1 dans le monde entier, qui a fait sortir plusieurs Nobel d'économie, il ne va pas travailler, il ne va pas réussir. Et pourquoi les prix Nobel ils sortent de Harvard, c'est-à-dire une université? C'est la fac aussi. Donc ce n'est pas une excuse. Troisième idée reçue, c'est la matière. Alors, je vais parler de ma matière parce que c'est ce qui nous intéresse ici, mais c'est valable pour les autres aussi, d'accord?
La matière, souvent, vous avez entendu parler, les anciens, les redoublants vont te dire, oui, la microéconomie, quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher, tu ne vas pas réussir, laisse tomber, essaie de compenser avec autre chose, etc. Donc ça, c'est complètement faux, hein, parce que matière, bien sûr, hein, donc chaque matière, elle a sa particularité. La comptabilité, elle a sa particularité. Le management, il a sa particularité. Peut-être que toi, tu es à l'aise dans les matières de calcul, mais en management, ben, tu n'aimes pas apprendre par cœur, tu vas dire, bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est juste une particularité, c'est pas compliqué. Si tu trouves les techniques, les moyens pour bien mémoriser le cours, eh ben, le management, ça va devenir facile pour toi. Si tu travailles les mathématiques et le français, la microéconomie, ça va devenir très facile pour toi. Donc, autrement dit, il n'y a pas de matière facile ou difficile en soi. Ça n'existe pas. C'est ton travail qui va la rendre soit facile parce que tu as bien travaillé comme il le faut, soit tu n'as pas travaillé ou tu as mal travaillé. À ce moment-là, bien sûr, ça va être très compliqué, très difficile et ça va te constituer un bloc psychologique. Donc, la matière en soi n'a rien à voir avec la difficulté. Donc, c'est ton travail de préparation qui est important. Donc là, encore une fois, j'aimerais que vous enlevez de votre tête, parce que c'est ça mon objectif à travers cette séance, c'est de faire un petit peu de ménage dans vos cerveaux. Parce que quand le cerveau il est mal orienté à cause d'idées reçues, de préjugés, de pièges, etc., eh ben, ça ne capte pas. C'est comme une parabole. Une parabole, s'il n'est pas bien orienté, tu ne vas pas capter les chaînes que tu désires. Bah, pareil pour le cerveau, s'il est mal orienté parce qu'il est plein d'idées, de fausses rumeurs, etc., malheureusement, donc il va orienter le comportement dans un sens qui est négatif, c'est-à-dire celui de l'échec. Et donc, parmi les idées reçues qu'il faudrait enlever de votre tête, c'est que la matière, elle est difficile. Parce que là, encore une fois, on tombe dans la programmation du cerveau. Quand tu programmes le cerveau que c'est très difficile, etc., même si la matière elle est facile, eh bien, il va trouver ça difficile. Tu vas être un petit peu, tu vas pas avoir ressentir de l'énergie, tu vas pas avoir assez de concentration pour résoudre ou répondre aux questions, aux difficultés de la matière. Et donc, du coup, tu vas abandonner, tu vas dire oui, oui, ouais, il a raison, hein, mon camarade, mon voisin, tel ou tel ou tel, il m'avait dit ça, la matière, vraiment, la micro, elle est compliquée. Alors que c'est juste psychologique, c'est-à-dire si tu enlèves de ta tête cette idée-là, que c'est difficile, c'est compliqué, eh ben, ça deviendra facile. Et je vais partager avec vous un témoignage d'une étudiante, d'ailleurs de l'année dernière, de l'année d'avant, pardon. Donc, il m'expliquait comme ça. Il me dit, monsieur, pendant une année, on m'a mis dans la tête, c'est-à-dire ses copines, ses amis, etc., que quoi que je fasse, pas réussir, valider la microéconomie. Et comme j'ai cru ça, j'ai mis ça dans ma tête. Chaque fois que je rentrais chez vous, dans l'amphi, hein, pour assister aux séances, je trouvais que tu expliquais, etc. Tu donnais le maximum d'explications, mais malgré ça, je faisais un blocage psychologique. Je n'arrivais pas à me dire que j'ai compris ça. Même si je vois que je peux comprendre ça, c'est comme un blocage en fait. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Tu coinces psychologiquement sur quelque chose. Et du coup, j'ai raté toute l'année, la S1, S2, etc. Et puis, quand j'ai essayé de me remettre en cause, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai essayé de m'enlever de ma tête ça. L'année prochaine, l'année d'après, eh ben, j'ai commencé un petit peu à essayer de changer ça. Eh ben, j'ai commencé à trouver la micro très, très facile, presque même la matière la plus facile. C'est moi. Hein. Et donc, il a réussi à valider avec une bonne note et donc le problème a été réglé. Mais pourquoi je suis en train de vous raconter ça? Pour que vous ne perdiez pas une année comme cette fille. Parce qu'une année, c'est très précieux. Donc moi, j'essaie de vous faire gagner du temps. Il a commis une erreur parce qu'il a mis son cerveau de manière négative, que ce soit un blocage sur cette matière, c'est très difficile, etc., ça ne marchera pas. Donc il a cru ça, et quand il a cru, bah, finalement, ça s'est traduit par voilà, donc un blocage psychologique, et donc ça l'a pénalisé toujours dans les examens, etc. Et donc, il n'arrivait pas à valider. Donc, si vous écoutez ça et vous l'appliquez, vous pourriez gagner une année. Et donc, au lieu de faire comme ça cette erreur, donc, vous pourriez l'éviter. Donc, évitez d'écouter les gens qui vous disent, quels que soient vos efforts, etc., la microéconomie, ça ne sera pas validé. Au contraire, comment expliquer les 25%? Comment expliquer les gens? Et il y a des gens qui ont des 20 en microéconomie.
Et ils ne sont pas plus intelligents que les autres, je vous rassure. Hein. Donc, ça veut dire tout simplement que eux, ils prennent la matière comme il est. Ils la prennent normale. Ils rentrent, ils préparent son cours, il est concentré pendant les explications, il fait les révisions, il travaille les exercices, les applications. Et le jour de l'examen, il essaie d'être calme pour ne pas être trop stressé. Et donc, les questions en général, c'est à la portée et donc il valide tranquillement. C'est aussi simple que ça. Donc, n'essayez pas de vous mettre dans la tête des idées qu'ils vont vous pénaliser par la suite. D'accord? Alors, toujours en rapport avec la matière, est-ce que vous m'écoutez toujours? Ça va? Ça se passe bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, merci. C'est bien. Oui, monsieur. Alors, donc, l'autre idée reçue, c'est par rapport au prof. Alors, je voudrais pas, j'aime pas parler de moi, j'ai pas besoin de me défendre, hein, parce que j'essaie de faire mon travail de manière professionnelle. Mais si je me permets de, voilà, de parler de ma petite personne, c'est juste parce que ça influence le comportement des étudiants. Parce que quand un étudiant arrive du lycée, c'est sa première année, et il rencontre quelqu'un qui a déjà voilà, il est en deuxième année, en troisième année, il va lui raconter des choses sur moi qui vont l'influencer dans sa façon de travailler, etc. Donc là, il est de mon devoir d'intervenir pour justement protéger cet étudiant contre ces idées reçues. Parce que malheureusement, hein, donc il y a des choses qui n'existent pas et qui sont fausses et qui sont souvent racontées sur moi pour justifier l'échec des étudiants, en tout cas de certains. Et pour justifier cet échec, donc, ils vont dire des choses qui vont décourager l'étudiant ou l'étudiante de travailler sérieusement ou de faire ce qu'il a à faire. Donc là, ça devient problématique. Et parmi les choses, justement, il te dit, bah, Monsieur El Moussaoui, il est très strict, il pose l'examen très, très dur, très difficile, etc. Et on va parler justement des examens. Monsieur El Moussaoui, il ne donne pas les notes. C'est comme si moi, je distribue les notes de ma poche. Voilà. Et ce genre de choses, et quel que soit ton travail, ton effort, tu ne vas pas valider ceci, cela. Donc ça, c'est complètement faux. Hein. Donc, ce n'est pas pour me défendre, mais c'est la réalité. Pourquoi? Je vais vous expliquer de manière rationnelle, de manière logique. 1 plus 1 est égal à 2. Alors, puisqu'on parle des examens, donc les examens, c'est un point aussi que j'ai retenu, donc je vais enchaîner. Alors, concernant l'examen. Alors, l'examen, c'est pareil que la matière. Si tu ne travailles pas sérieusement, eh ben, ça va être du chinois pour toi. C'est normal, ça va être de la science-fiction parce que tu n'as pas pris le temps de réviser, de préparer comme il le faut, et ceci depuis le début. C'est normal. Deuxièmement, par exemple, il y a des gens qui travaillent, c'est vrai, mais ils ont un problème psychologique. Par exemple, ils n'arrivent pas à contrôler leur stress, leur peur, leur panique, etc. Leur trac, comme on dit. Donc, ceux-là aussi, ils ont du mal. C'est-à-dire, la preuve, c'est que quand ils sortent de la salle d'examen, ils sont capables de répondre 20 sur 20, l'examen. Mais à l'intérieur de l'examen, dans la salle, malheureusement, ils sont bloqués ou ils commettent des erreurs. Okay? Donc, il y a ce problème-là qui fait qu'il y a un décalage entre la note qu'on croit mériter et puis la note qui est affichée. Okay? Et puis, troisièmement, hein, donc effectivement, donc, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens qui font un blocage sur la matière en elle-même. C'est-à-dire, quand tu viens avec l'idée reçue que les études, ça ne marche pas, la fac, c'est pour le chômage, la matière, c'est compliqué, bah, l'examen, ça va être compliqué aussi. Hein. Donc, c'est la question de la programmation négative, vous voyez. Et donc, finalement, quand il va rentrer à l'examen, il va dire « Ah oui, mais c'est compliqué, etc. » Alors que c'est un examen qui est normal, équilibré. Ça dépend de votre qualité de préparation. Si tu prépares bien, tu vas répondre bien. Si tu ne prépares pas comme il le faut, malheureusement, tu seras incapable. Et en général, hein, donc je vais vous le dire dès maintenant, l'examen, la structure, elle est à 3 niveaux, c'est-à-dire le degré de difficulté. Donc, je mets un examen avec un degré de difficulté croissant, c'est-à-dire je commence par le plus petit, moyen et puis élevé. Alors, vous allez me dire, ah, bah voilà, donc c'est ce que disent les étudiants, il est vrai. Non, c'est pas vrai. Attendez. Donc, imaginons que j'ai, par exemple, 9 questions. Je vais poser 9 questions dans un examen. Alors, je prends 2 qui sont très, très basiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu révises, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas assisté, tu révises juste 2 jours avant l'examen. Tu peux répondre à ces 2 questions, c'est-à-dire des questions qui sont banales. Donc ça, je le fais exprès
pour mettre en confiance les étudiants. C'est-à-dire, lorsque tu trouves ces 2 premières questions, tu réponds, voilà, tu te dis, au moins j'ai répondu, j'ai trouvé 2 questions, etc. Donc, tu as moins de stress, moins de pression, moins de trac. Donc, c'est fait exprès pour ça, pour vous rassurer, pour rassurer les étudiants. Donc, mais je ne peux pas faire l'examen comme ces questions-là, parce que sinon, les gens qui travaillent sérieusement, qui sont plus intelligents, ils vont avoir la même note que ceux qui n'ont pas travaillé. Et donc, on n'aura plus de distinction entre les niveaux des étudiants, entre celui qui a travaillé un peu, moyen et beaucoup. Et donc, pour avoir ça, qu'est-ce que je fais? 2 questions, comme j'ai dit, pour les niveaux basiques. 5 questions, la majorité, niveau moyen. Ça veut dire que si tu travailles un petit peu régulièrement, tu n'as pas besoin d'être Einstein, comme on dit, eh ben, tu seras capable de répondre à ces questions. D'autant plus que ces questions, elles ont été déjà posées dans les TD, on les a travaillées dans le cours magistral. Bien sûr, les questions, la formulation va changer, les données vont changer, mais c'est à peu près la même chose, d'accord? Donc, les 5 questions, elles sont accessibles à Omayani, c'est-à-dire si je fais un petit effort, je travaille, je prépare, je révise sérieusement, on va avoir 2 avec 5 questions, et les 7 questions, je peux y répondre tranquillement. Et si tu réponds à cette question, minimum, tu vas avoir 14, 16 en microéconomie, correctement. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2 questions. Si vous vous souvenez, je vous ai dit 9 questions. Donc, d'accord, 2. Donc, 2 questions. Les 2 questions qui sont un petit peu plus difficiles que la moyenne, mais ce pas des questions qui sont impossibles. Donc, les 2 questions, je les réserve uniquement pour les gens qui sont vraiment excellents, qui travaillent plus que les autres, pour montrer que seuls les gens ont la capacité de répondre à ces questions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà 7 questions pour avoir minimum la moyenne. Donc, les 2 questions sont un petit peu difficiles. Parfois, peut-être qu'on y a une seule question. Donc, ce qui fait que l'excuse, il y a l'examen très difficile, très, je sais pas, impossible à résoudre, etc. Donc, enlevez de votre tête que l'examen est difficile. Donc, si vous révisez, moyennement parlant, minimum 5 ou 6 questions auxquelles vous pourriez répondre tranquillement. À cause du stress, etc., vous avez fait quelques erreurs, etc. Minimum, tu vas répondre à 3-4 questions. Il a quand indiqué 3-4 questions correctes, tu as la moyenne. Voilà. Donc, comment expliquer à les gens qui vont avoir 2, 3, 4, etc., alors qu'ils ont la possibilité d'avoir 10? Ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé. Donc, ils justifient l'échec devant toi, qui devant toi, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire que je n'ai pas travaillé ou j'ai pas un problème en maths, ceci, cela. Il va te dire non, le prof, elle est très difficile, l'examen est très difficile, etc. Et donc, il va se cacher derrière les excuses d'il y a le prof ou d'il y a les examens. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, l'examen, et je pense que c'est très important. Il ne faut pas y aller avec la peur au ventre que ça va être compliqué, etc. Tu as bien préparé. Si tu pars avec cette peur, rappelez-vous l'esprit perdant. Voilà, donc tu vas justement, les questions abordables, tu vas voir que c'est compliqué. Toi, dans ta tête, l'illusion que c'est très compliqué, c'est très difficile, et ça va t'empêcher de répondre aux questions. Mais dès que tu sors de la salle d'examen, tu rentres chez toi et tu réponds aux questions, donc tu vas trouver que c'est largement accessible. D'accord? S'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît, pour ne pas déranger les autres. Donc voilà, deuxième chose, on te dit que le prof, il est très difficile, il ne donne pas les notes, etc. C'est une idée reçue. C'est un petit peu l'esprit de responsabilité, on en a déjà parlé. Au Maroc, par exemple, on a toujours, même dans notre langage ordinaire de la vie quotidienne, le problème. Par exemple, je vais le dire en darija, même si, voilà, mais bon. Par exemple, je suis arrivé en retard, la gare de train, ما تنقولش راه جيت معطل تنقول مشى عليا التران. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le train qui est parti, c'est pas moi qui est arrivé en retard. Donc, il y a une grosse différence au niveau du sens de responsabilité. Lorsque je dis je ne suis pas responsable, c'est le train qui est responsable. Comme si il est parti avant l'heure.
alors qu'il est parti à son heure. Alors que si je dis oui, je suis arrivé en retard, j'assume ma responsabilité. Le train. Vous voyez la différence? C'est à peu près pareil. C'est-à-dire, au lieu que l'étudiant assume et dise c'est moi qui n'a pas bien travaillé, c'est moi qui a commis des erreurs, etc., il va te dire c'est le prof qui n'a pas donné ou qui ne m'a pas donné la note. Alors attention, le prof, il ne donne pas de note. C'est ton travail, ta copie qui donne la note. C'est ta copie qui donne la note. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le prof, c'est quoi? C'est comme un thermomètre. Un thermomètre. Est-ce que le thermomètre change la température? Non. Il mesure la température. C'est-à-dire, si tu es normal, tu n'es pas malade, etc., il va afficher 37 degrés, par exemple. Mais si tu es malade et si tu as un problème de santé, il va afficher 39 ou 40. Ça veut dire que tu as de la fièvre, il y a un problème. Donc, moi, je suis comme le thermomètre. Lorsque tu travailles un petit peu, donc je te donne un petit peu. Si tu travailles bien, beaucoup, je vais te donner beaucoup. C'est tout. Donc moi, je vais pas, tu vas pas, par exemple, travailler pour, où tu mérites, pour mériter 15 et je vais te donner 5 ou 10. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que je vais gagner moi personnellement? Alors que je ne te connais même pas, et même les copies sont cachées, le nom, donc je ne connais même pas qui je corrige. Comme ça pour m'amuser, pour me venger. À la limite, pour me venger, je dois connaître de qui je vais me venger, etc. Donc, c'est complètement absurde. Donc, je compte sur votre intelligence pour ne pas croire et écouter ce genre de, voilà, de bêtises, hein, parce que c'est vraiment des conneries, tout simplement. Et je suis toujours étonné qu'il y a des gens qui écoutent. Pourquoi? Parce que c'est mon ami qui a dit ça, qui a raconté. Donc, du coup, voilà. Il est pour mon intérêt personnel, etc. Non. Je dis toujours ça à mes étudiants. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient te dire, par exemple, que le prof ne donne pas des notes, ou la matière, tu ne vas pas la valider, etc., fais une chose qui est très simple. Pose-lui une question. C'est quoi cette question? Combien tu as eu, toi, en microéconomie? Et là, tu vas avoir la crédibilité de son discours. Est-ce que je le suis? Est-ce que je le crois ou pas? En général, les gens qui valident, il ne va pas te dire que la micro, la prof, matière, etc. Non, il va te dire que c'est facile, que le prof, il te donne ce que tu mérites, etc. Il ne va jamais dire quoi que ce soit. Mais celui qui n'a pas validé ou qui a échoué, etc., il va te dire, oui, c'est la faute au prof, c'est la faute aux examens, c'est la faute à la matière. Parce qu'il ne veut pas assumer sa responsabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas croire à ce genre de choses. C'est très, très important parce qu'il y a plein de gens, plein d'étudiants en première année qui arrivent nouveaux et à cause de ça, ils ne vont pas travailler la matière, ils vont faire un blocage et quand ils arrivent même aux examens, ils vont rater des examens qui sont faciles. Moi, il y a plein des étudiants qui m'ont raconté ça. Ils me disent qu'on a raté des examens parce qu'on nous a dit que de toute façon, ça ne sert à rien de préparer la micro. Donc, dès la première semaine, il rencontre quelqu'un à la cafette, bon, maintenant, voilà, ou la tire dans le téléphone, etc. Après, qu'est-ce qu'ils font? Il lui dit, oui, mais tu sais, ça ne marchera pas, tu ne vas pas y arriver, etc. Donc, l'autre, il va le croire, il va te dire, bon, la micro, je ne vais même pas la travailler, je vais juste essayer de la compenser, et donc, je ne vais pas la réviser. Donc, il met de côté. Et arrive le jour de l'examen, il voit que l'examen, il est facile, qu'il n'est pas très compliqué comme l'autre, il lui dit. Il dit, ah mince, j'ai raté ça, c'est dommage. Donc, je n'ai pas envie que vous soyez dans cette situation-là et vous ratez des opportunités d'avoir des notes meilleures parce qu'il y a quelqu'un qui a échoué, il vous raconte son échec, il cache son échec en mettant la responsabilité sur le prof ou la matière ou l'examen. D'accord? Très bien. Alors, les examens, donc, je viens d'en parler. Donc, il ne faut pas avoir trop peur non plus. Et il faut être bien sûr sérieux, les préparer sérieusement. Et puis, normalement, hein, donc, les examens, le contenu, c'est toujours ce que vous avez vu dans le cours, dans le TD. Il n'y a pas quelque chose qui est extraordinaire. Alors, bien sûr, la façon de présenter la question, ça peut être un petit peu différent de ce que vous avez dans l'exercice de TD ou ce qu'on a vu dans le cours magistral, c'est normal, hein, parce qu'on ne peut pas poser la même question. Mais sinon, si vous faites un travail de lecture attentive, il n'y a pas de raison pour que vous ratiez votre examen. Alors, je viens à l'autre idée reçue, la dernière, pardon.
c'est l'origine du bac. Alors, il y a plein d'étudiants qui viennent me voir, surtout au début de l'année, en me disant, monsieur, surtout par exemple les scientifiques, on me dit, monsieur, s'il vous plaît, ils ont peur, hein, vraiment, hein, sérieusement, et ils sont sincères, et ils disent, monsieur, on a assisté aux premières séances, mais on voit que les économistes, ils suivent avec vous mieux que nous, et nous, on est perdus, on ne sait pas est-ce que vraiment on va comprendre l'économie, surtout que une grande partie d'entre eux, ils ont des difficultés en français, donc ils ont du mal à suivre. Et donc, du coup, ils paniquent. Voilà. Donc, je leur dis, écoutez, hein, donc, ce n'est pas l'origine du bac qui va déterminer votre validation ou votre capacité de validation. Donc, les gens qui ont un bac économie, ils peuvent valider. Les gens qui ont un bac scientifique aussi, ils peuvent valider. Donc, il n'y a pas de discrimination. Alors, ce qu'il y a comme différence entre les deux, je vais l'expliquer tout de suite. Comme ça sera clair dans la tête de tout le monde. Alors, dans un premier temps, au début, effectivement, on ne fait pas beaucoup de calculs, on ne fait pas de maths. Donc, et en général, on répète un petit peu certaines parties qui ont été étudiées par les étudiants qui ont eu un bac en économie. C'est comme la même chose qu'ils vont avoir en comptabilité générale, en statistique, à revoir certaines choses qu'ils ont déjà étudiées. Donc, pareil pour la microéconomie, même c'est un peu moins quand même que les autres matières. Donc, du coup, les étudiants bac économie, ils suivent un peu plus facilement au début. Donc, ce qui est normal. Mais ça ne doit pas inquiéter les scientifiques. Parce que, effectivement, s'ils travaillent un petit peu sérieusement, ils essaient d'améliorer leur niveau de français, comme on va en parler tout à l'heure, ils essaient de développer leur vocabulaire économique, etc. Donc, tous les mots qui sont nouveaux pour eux et qui leur font peur au départ, eh bien, ils peuvent après, bien évidemment, devenir plus faciles, plus compréhensibles, et donc, ils n'auront pas de problème. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie, on va dire, pendant un mois, ça va être comme ça. Après, on va aborder la partie mathématique. Donc là, en général, ce sont les étudiants bac économique qui viennent me voir en me disant, monsieur, on est inquiet, etc. Donc, effectivement, si tu n'as pas une bonne base mathématique, tu vas avoir des difficultés à suivre la partie mathématique. Et là, les scientifiques, ils vont être plus à l'aise. Vous voyez, donc c'est juste un décalage de temps. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Donc, je m'adresse d'abord aux économistes. Donc, au départ, vous devez préparer votre niveau mathématique. Donc, si vous avez des difficultés mathématiques, essayez d'améliorer votre base parce qu'on aura besoin. Je pourrais faire éventuellement quelques rappels de temps en temps, mais je ne peux pas refaire votre formation en mathématiques parce que ça veut dire que je ne vais pas vous enseigner la microéconomie alors que ma responsabilité première, c'est la micro, c'est le programme de micro. Et donc, pour que vous ne soyez pas largué par la suite décroché dans un mois ou un mois et demi, donc essayez de travailler toutes les opérations mathématiques. Je vais en parler tout à l'heure, d'accord? Très bien. Alors, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que plein d'économistes, quand ils rentrent, et ça c'est un piège, quand ils rentrent les premières semaines, ils voient qu'il y a plein de choses qu'ils ont déjà étudiées, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent même plus après à venir à la séance. Ils disent oui, mais ça on l'a déjà vu, c'est pas la peine que je le répète. D'accord? Et ils croient que ça va être comme ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ils ratent des séances. Et même si on répète les mêmes choses, mais ce n'est pas de la même manière. Et l'examen à la fac, ce n'est pas l'examen au lycée. Donc attention les économistes. Donc même si vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent, il faut assister, il faut appliquer la méthode, parce qu'il y a certains qui appliquent la méthode au bac qui est un petit peu différente du prof qui leur enseigne, et après le jour de l'examen, ils répondent à côté et ils sont pénalisés, donc ils ont de mauvaises notes. Donc attention à ce genre d'erreur technique. Donc même si c'est à peu près la même chose, etc., assistez, écrivez, faites comme si vous faites le cours pour la première fois, d'accord? Mais parallèlement, pour ne pas être décroché par la suite, essayez de préparer, d'améliorer votre niveau mathématique, d'accord? Alors maintenant pour les scientifiques, et moi aussi j'étais scientifique et j'avais la même peur au départ, mais en réalité, comme je viens de vous dire, donc essayez de travailler votre vocabulaire, le vocabulaire ordinaire bien évidemment, essayez de lire hein, donc dans les ouvrages donc, qui sont nécessaires, le polycope aussi que je vais vous donner.
Donc c'est très important. Et donc normalement, le début qui vous semble un petit peu difficile au départ, après vous allez vous habituer donc les concepts, donc le mustalahat, ça va devenir très très facile par la suite parce que vous allez le répéter. Donc et c'est pas très compliqué non plus. À condition d'avoir un niveau moyen de français, vous n'aurez pas de problème. Donc après, Inch'Allah, après un mois et demi, vous allez retrouver la partie mathématique. Donc avec la partie mathématique, Thomas à l'aise complètement, ça sera plus facile pour vous. Voilà. Mais disons que les scientifiques sont d'abord la partie vocabulaire, concepts, etc., économique et ordinaire. Et les économistes, ils doivent travailler la partie mathématique. Comme ça, j'ai envie d'avoir tous mes étudiants quand même le même niveau. D'accord? Donc, les deux, vous devez travailler. Comme ça, lorsqu'on va arriver à la moitié du semestre, Inch'Allah, donc tout le monde il va avoir à peu près le même niveau et tout le monde, donc il n'aura pas de difficulté à comprendre. Donc, c'est l'objectif. Ok? Donc, voilà, je pense que c'est clair à la question du bac. Voilà, donc il n'y a pas de peur à condition de faire un petit effort, un petit travail, comme j'ai dit, ou le travail d'arrour, donc il faut le faire. Vous n'aurez pas de problème par la suite. Ok? Très bien. Maintenant, on va arriver aux pièges. Donc, les pièges thermaux, très importants à éviter. Et donc, ça permet de gagner du temps. L'erreur que quelqu'un a commise pendant un semestre, toi, tu vas l'éviter, tu vas gagner ton semestre au lieu de le refaire par la suite. Très bien. Alors, le premier piège, ou à la liberté. Donc, un problème qui est très, très fréquent. Alors, avant, bien sûr, les étudiants, ils venaient à l'amphi, etc. Maintenant, vous n'avez pas cette possibilité, mais il y a toujours ce problème de liberté. Le problème de liberté, je suis, ou vous êtes libre ou pas, d'assister à les séances. Donc, il n'y a personne, moi, je ne peux pas contrôler l'assiduité ou la présence, je ne vais pas faire l'appel chaque fois, on va perdre du temps. Donc, tu peux assister à la séance comme tu peux t'absenter, c'est ta liberté. Mais attention, la plupart des étudiants qui ont cette liberté, bah après, ils oublient effectivement que si je rate une séance aujourd'hui ou la semaine prochaine, eh bien, ça va être négatif pour lui. Pourquoi? Parce que le cours, les séances, comme l'homme, ils sont liés. C'est-à-dire que si je rate une séance ou deux séances, ça va m'empêcher de comprendre les séances qui vont venir par la suite. Et donc, si je rate 3, 4 et après j'ai du mal avec les 5 suivantes, eh bien, je vais décrocher tout simplement. Je vais avoir du mal à comprendre le cours. Et si j'ai du mal à comprendre le cours, comment voulez-vous que vous allez répondre aux questions, vous allez résoudre les exercices, comment vous allez répondre le jour de l'examen? C'est impossible. Et donc, ça, c'est petit à petit, ça crée le problème. Donc, c'est la raison pour laquelle essayez d'être attentif. Vous avez la liberté, c'est vrai, mais il faut en faire un bon usage. C'est comme si je donne la liberté à mes enfants, mais après, ils font des bêtises, des conneries. Non. Il faut en faire un bon usage. Donc, le bon usage, ce n'est pas de rater des séances. Donc, je suis libre d'assister ou pas, mais je sens l'obligation, bien sûr, d'assister donc les séances, parce que sinon, c'est moi qui va perdre. C'est vous qui allez perdre. Parce que tout est... Donc, du coup, si je rate une partie, l'autre partie va tout l'aider. Donc, pour éviter ce problème-là, pour ne pas décrocher, donc il faudrait effectivement ne pas tomber dans le piège de liberté. Et effectivement, voilà, c'est juste une séance, c'est pas grave, je vais la rattraper. Mais le problème, c'est que tu ne pourras jamais la rattraper, même si tu vas faire, je ne sais pas, photocopie, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose lorsque tu écoutes directement à partir des explications du prof, ou peut-être même depuis le début, c'est pas la même chose. الطريقة باش غادي يفهم واحد ويكتب واحد c'est pas la même que toi, donc forcément. Donc attention لهذا le piège, d'accord? Très bien. Deuxième piège, puisque vous venez de lycée, bien évidemment, vous êtes nouveau, donc vous êtes dépendant au prof. Toujours, vous attendez que le prof vous dise ce qu'il faudrait faire. Faites ceci, faites cela, travaillez les 10 pages de 30 à 40 par exemple. Donc, toujours, s'il ne te donne pas un travail à faire, tu ne vas pas le faire. S'il ne t'indique pas que ça, elle est très important, tu ne vas pas vraiment t'y intéresser. Et ainsi de suite. Donc, lorsque tu es dans cette dépendance,
tu arrives dans un autre monde. La fac, c'est un autre univers où, effectivement, le prof, il fait son travail, donc il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas de la même manière. Donc, c'est-à-dire que tu dois prendre ou te prendre en charge par rapport à une partie du travail. Donc, il y a une partie du travail que le prof, il ne va pas te dire fais ceci ou fais cela. C'est à toi de le faire de toi-même, de prendre l'initiative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être autonome. Donc, le prof ne doit plus te donner tout. D'accord? Donc, il va te donner l'essentiel, d'accord? Des idées, des explications, des exercices, etc. Mais toi, tu dois compléter. Et donc, si tu ne comprends pas ça, tu restes avec la mentalité d'un lycéen. Le prof, donc ça fait non. Donc, même s'il travaille uniquement avec toi ça, donc toi, tu dois faire une petite recherche, tu dois compléter, etc. Et si tu ne comprends pas un petit peu ce qu'il dit, etc., tu lui poses des questions, mais aussi tu peux compléter avec d'autres ressources sur Internet, des vidéos, etc. Pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont intéressants. Donc, l'idée que je voudrais que vous compreniez, c'est que fini la dépendance au prof. Hein. Donc, je ne fais que ce que le prof me demande, etc. Je me limite uniquement à ce que le prof dit. Je ne travaille ou je ne prends des initiatives que si le prof me demande de faire. Non. Donc, c'est comme si aujourd'hui, vous devenez majeur, hein, donc responsable de vous-même. Donc, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, le prof, il va t'aider, il va t'accompagner, mais il ne va pas te donner tout. Donc, tu dois compléter toujours par des initiatives personnelles, par de la recherche, par un travail, un effort personnel. OK? Très bien. Troisième idée reçue, le temps. Toujours. Il y en a qui ont un problème, effectivement, il y a une différence, un décalage, avec le lycée ou l'université ou la fac. Parce que le lycée, il y a toujours des contrôles continus, d'accord? D'ailleurs, c'est le point suivant, donc on va en même temps. Et ce qui fait que les étudiants, ils sont toujours sous pression. C'est-à-dire, dans 2 semaines, un le contrôle. Dans un mois, un l'imtihan. Donc, il est toujours sous pression, il doit toujours préparer, etc. Il vient à la fac, qu'est-ce qui arrive? Ben, il n'y a plus de contrôle continu. On le dit, voilà, on lui dit, bah, tu as un seul examen d'ici 2 mois ou là 3 mois. Donc, du coup, il se relâche. Il se dit, bah, puisque l'examen il est dans 2-3 mois, bon, j'ai le temps, donc je vais dormir tranquillement, je vais me reposer tranquillement, c'est pas la peine de me presser dès maintenant, hein. Il y a le temps, il y a suffisamment de temps. Or, le temps, il passe très très vite, hein. Je peux le dire par expérience, et plein d'étudiants, ils tombent dans ce piège-là, même si je les avertis au début de l'année, ou le message tout le temps, donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais lorsqu'ils passent le premier semestre, ils voient comment ça les a pénalisés. Le temps, ça passe très vite. Donc, je n'ai pas envie que vous perdiez un semestre pour comprendre l'idée qui est très simple à comprendre. Donc, voilà, le temps, ça passe très, très, très vite. Et en plus, ça dit qu'on a comme le programme très chargé. Comme d'abord, l'emploi du temps, 2 séances par semaine, avec l'examen probablement, ça va être au mois de février. Si tout se passe bien, il n'a aucun retard, etc., ça va être au mois de février, ce qui fait qu'il a pris de la cadence, il y a 2 séances, il y en a 2 mois, je me le programme. Le programme, il est très long. Donc, on va être amené à rajouter des séances. Donc, tu vas avoir toute la journée chargée, pleine de cours. Tu rentres dans le live, l'autre live, etc. Donc, le soir, quand tu arrives, tu es fatigué. Quand est-ce que tu vas réviser, etc. Donc, c'est-à-dire que tu dis, j'ai encore le temps, je peux laisser jusqu'à janvier, etc. Eh bien, tu vas avoir beaucoup de problèmes. D'une part, parce que ça va te faire une accumulation des cours qui est impossible à gérer. Et deuxièmement, tout ce que tu as compris dans les séances aujourd'hui, tu vas les oublier dans 1 mois ou 2 mois. On est bien d'accord. Moi, je connais que la mémoire d'un éléphant quand même. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège de j'ai le temps. Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas du tout le temps. Donc, le temps, ça va être très, très court. Ça va être très chargé. Il y aura plein de séances, etc. Et donc, il ne faut pas laisser
d'accord, s'accumuler les cours, etc. Ok, ça je vais réviser demain, ça je révise la semaine prochaine, ça je vais travailler la semaine d'après, etc. Non, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Vous n'avez pas le temps et ça passe très très vite. Alors, j'ai essayé de remédier à ça les années précédentes, etc. Donc, même s'il n'y avait pas de contrôle continu, voilà, qu'il y en a quand dire des tests. Donc, par exemple, les étudiants, voilà, on va commencer au mois d'octobre. D'ici un mois et demi, on va faire un test. Donc, du coup, tu es sous pression. Tu dis, voilà, je dois préparer, etc. Le test, etc. Mais maintenant, on ne peut pas le faire à distance, malheureusement. Vous comprenez pourquoi, les raisons techniques. Donc, pas tomber dans le piège de j'ai suffisamment de temps, malheureusement, donc ça passe très, très vite. Alors, en rapport avec ça, quelle est la question de la compensation des modules? Donc, donc le problème que ce soit le temps, la compensation, etc. C'est l'erreur à éviter, c'est quoi? Il ne faut pas reporter la préparation jusqu'au mois de janvier ou l'examen. Non, il faut commencer la préparation dès maintenant, dès la première séance. Si vous voulez vous en sortir, parce que sinon, c'est impossible. Vous savez très bien combien il y a de modules. Il y a 7 matières, et c'est chaque matière d'un programme qui est trop chargé. Donc, il faut éviter de reporter et de dire je vais travailler demain, je vais préparer demain, je vais réviser demain. Donc, ce que je vais faire demain, je le fais aujourd'hui. C'est ça la règle d'or. Ce que je fais demain, je fais aujourd'hui. Et donc, le piège qui empêche parfois les étudiants de faire ça, avec la compensation des modules. C'est-à-dire que parfois, tu dis, bon, j'ai le temps, je laisse, peut-être une semaine, ils se retrouvent devant cette matière, que la matière fait un polycope, ou a des documents minimum 100-120 pages avec des exercices, etc., ou a des choses à apprendre par cœur. Donc, il panique, il dit, mais c'est impossible que je prépare ça. Et c'est vrai que c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ouais, il y a le système modulaire, le système LMD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux passer au niveau supérieur, même si je ne valide pas tous les modules, toutes les matières. Lycée, si tu ne valides pas, tu redoubles. Donc là, par exemple, avec cette matière, si tu valides uniquement 4, tu vas passer à l'année ou l'année supérieure. Il n'y a pas de problème. Deuxième année. Voilà, qu'on a dit 3 que tu dois valider l'année prochaine. D'accord? Donc, le système, c'est-à-dire presque à crédit, donc là, elle est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut inciter les étudiants, d'accord, à ne pas travailler, à négliger certaines matières, certains modules, et de cette façon, donc, il va se retrouver, malheureusement, dans une situation où, pour vous donner un exemple, imaginons, hein, donc, il n'a pas travaillé tous les modules, braqué une semaine l'examen, donc même que j'ai préparé les 7, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un choix. Donc, il va se dire, par exemple, je vais travailler 3 matières, 3 modules. Je vais me concentrer sur les 3 modules et les 4, je vais les laisser à l'année prochaine parce que là, on dit la compensation, système LMT, etc. Donc, effectivement, tout se passe bien. Il valide les 3 modules. Les 4 l'année prochaine. Donc, il va passer en deuxième année. Deuxième année, il y a 6 modules, il y a la deuxième année, mais il lui manque 4 modules de la première année qu'il doit aussi valider. Donc, ce qui fait 10 modules, 6 plus 4, 10 modules. Donc, comment tu peux me convaincre quelqu'un qui a eu du mal à valider 7 modules, il va préparer 10 modules en même temps? Bien sûr, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de faire un choix. Peut-être qu'il y 4 ou 5. Il y a les 5 années, tu as la troisième année. Ou un système qui va pas, enfin, dont il ne va pas s'en sortir, tout simplement parce que, justement, il ne va pas jamais avoir le temps de bien préparer, de bien valider. Et donc, il y a 12, 3, 4 ans, 5 ans, il n'y a même pas un DUG, donc exclu. Donc, attention, attention, attention. Hein. Donc, ça peut paraître facile, oui, le module, la compensation, etc. Mais c'est un piège, c'est un gros, gros piège. Attention, travailler toutes les matières. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Non? Vous voulez poser une question? Ok, je continue. Donc, je disais que attention à ce piège-là parce que... C'est nécessaire que les réponses aux examens
Vienne, oui, 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 monsieur, oui. Oui. Il est nécessaire que les ما تنسمعش مزيان. Est-ce que vous pourriez parler plus fort? Ok, vous laissez votre question jusqu'à la fin, comme ça, ça me permettra d'avancer et je répondrai à votre question à la fin, d'accord? Donc, je continue. Donc, je disais que attention à ce piège de, voilà, donc de validation à crédit, hein, donc c'est-à-dire que je peux valider quelques modules et laisser les autres modules à l'année prochaine, etc. Donc, ne laissez rien, même au rattrapage, ne laissez rien. Essayez de travailler toutes les matières en même temps. Essayez d'avoir aussi hein, donc de bonnes notes, hein, parce qu'il ne faut pas juste se concentrer sur la validation tout de suite, parce que ça sert à rien d'avoir par exemple, il y a des gens qui te disent, bon, la micro, je ne vais pas me casser la tête, je vais avoir juste 5 pour éviter la note éliminatoire, et je vais avoir 14 ou 15 en maths statistiques, et je vais compenser. Ok, tu vas compenser, il n'y a pas de souci. Mais imaginons qu'un jour, quand tu vas présenter ton dossier pour avoir un master, pour être sélectionné dans un master, et on va te demander, voilà, une bonne note en microéconomie. Comment tu vas faire? Malheureusement, tu ne vas pas être pris. Pourquoi? Parce que tu as 5. 5, c'est une note qui est très faible. On va dire oui, tu n'as pas de niveau. Et donc là, même si tu vas valider, tu vas avoir ton carton de diplôme, etc. Mais après, si tu veux aller plus loin, malheureusement, donc tu vas payer plus cher. Donc la compensation, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire avoir de bonnes notes et essayer de compenser les mauvaises notes, non. Parce que les mauvaises notes, ça peut t'empêcher d'avoir un master ou une opportunité quelconque, d'accord? Parce que tu as une mauvaise note dans cette matière. Donc, il ne faut pas réfléchir juste d'ici 2-3 ans. Donc, je dois réfléchir après. Qu'est-ce que je fais avec la licence? La licence aujourd'hui, tu ne peux pas travailler avec sur le marché d'emploi. Donc, tu as besoin quand même d'un master et un master avec une bonne moyenne, etc. Donc, à quoi ça sert d'avoir sa licence avec 10 de moyenne ou avec 11 même? Ça ne sert à rien. Tu vas l'accrocher chez toi, dans ta chambre, mais il n'aura aucune valeur sur le marché d'emploi. Donc, si vous devez étudier, vous devez faire des efforts, vous devez faire des sacrifices avec vos parents aussi. C'est pour gagner quelque chose. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas uniquement je veux juste réussir avec passable et puis c'est bon. Non, parce que ça sert à rien. Si c'est comme ça, c'est pas la peine de passer 3 ans à la fac ou 4 ans. Tu vas perdre ton temps parce que tu vas pas trouver d'emploi. Essaie de faire autre chose qui va te permettre d'avoir un meilleur travail. Mais si tu comptes uniquement valider ou avoir ta licence avec compensation, avec rachetage, avec délibération, etc., donc ça ne sert à rien, donc ça sera du temps perdu pour vous. D'accord? Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège de compensation. Et puis le dernier piège aussi, c'est très important, d'ordre humain, c'est l'entourage. L'entourage, c'est très important. Hein. Donc en général, on te dit, hein, donc si tu veux réussir, il faut fréquenter les gens qui réussissent. Mais si tu fréquentes uniquement des gens qui échouent, ils vont avoir une influence négative sur toi. Même si toi, tu as un bon niveau, ton niveau, il va être tiré vers le bas. Ils vont te tirer avec eux vers le bas. Par contre, si tu rencontres, tu fréquentes, tu travailles avec des gens qui ont un niveau supérieur, ils vont tirer ton niveau vers le haut. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, soit vous voulez aller vers le haut ou vous voulez aller vers le bas. Et ça n'empêche pas d'avoir des amis, par exemple, qui viennent du lycée pour sortir, pour s'amuser, pour jouer, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'études, et je sais qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils ne veulent pas travailler, donc je ne vais pas étudier ou réviser avec eux. Donc je vais chercher d'autres personnes qui sont plus intéressantes, qui peuvent m'apporter quelque chose. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein, au contraire, c'est du pragmatisme. Donc, si toi tu veux travailler sérieusement, ok, donc je ne pourrais pas trouver mieux que toi, puisqu'on se connaît, on a des affinités, on est habitués l'un à l'autre, et il n'y a pas de problème. Mais si toi tu es mon ami, mais tu ne veux pas travailler, mon ami est plus important, je vais chercher quelqu'un avec qui je vais travailler sérieusement. Donc, malheureusement, quand on vient du lycée et on est avec des gens qui ne travaillent pas forcément sérieusement, on a du mal à s'en séparer, on reste avec, et donc ils nous découragent, ils nous
on va assister à une séance de maths, de statistiques, micromanagement. Non, 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 j'ai envie de dormir, hein, j'ai veillé la nuit, etc. Donc, du coup, toi, tu dis, bon, ok, moi aussi, je ne vais pas y aller. Viens, on va réviser tel exercice ou telle application, etc. Non, non, je suis un petit peu fatigué, j'ai mal à la tête. Bah, du coup, il va te décourager. Donc, même si toi, tu veux prendre des initiatives, tu veux travailler sérieusement, l'autre, il va te décourager, il va casser le rythme de ton travail. Donc, ce mauvais entourage, finalement, non seulement lui, il ne veut pas travailler, mais il t'empêche de travailler. Et ça, c'est un gros piège. Donc, il ne faut pas tomber dedans. OK? Très bien. Alors, maintenant, donc, on va voir quelle est l'attitude à adopter, quelle est la bonne attitude. Donc, on a parlé des mauvaises choses à éviter, quelles sont les bonnes choses à adopter, c'est-à-dire à suivre, à utiliser, à pratiquer. Alors, premièrement, donc, on va revenir un petit peu sur les points, grosso modo, négatifs qu'on a développés, et on va essayer de leur donner le côté positif. Donc, l'état d'esprit, il faut que vous soyez, que vous ayez un état d'esprit combattant. Combattant, ça veut dire que je ne vais pas me déclarer perdant avant même de commencer le combat. Je ne vais pas perdre le match avant même de le commencer. Donc, esprit combattant, ça veut dire que j'ai envie de réussir, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que j'atteigne pas mon objectif ou mes objectifs. Voilà. Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des complications, vous savez, tout le monde, hein, tous les gens qui ont réussi, ils ont réussi parce qu'ils ont rencontré des difficultés dans leur vie. Et ce n'est pas parce que c'était comme ça, facile, tranquille. Non. Donc, la réussite et la valeur même, le qima de la réussite, il vient de la difficulté. Donc, plus c'est difficile, je ne dis pas qu'il faut chercher la difficulté, mais juste lorsque on est face à un obstacle, il ne faut pas se décourager, baisser les bras et dire oui, bon, je ne peux pas y arriver. Non. Au contraire, il vous dit voilà, quelle est la solution, d'accord, que je peux effectivement donc mettre en place pour résoudre ce problème. Donc, je raisonne toujours en termes de solutions, pas en termes d'excuses. Donc, celui qui veut échouer, qui va échouer ou qui cherche des excuses, il va te dire, voilà, oui, bon, je ne vais pas étudier parce qu'il n'y a pas d'ouvrage. Moi, si j'avais eu le même réflexe, je n'aurais pas fait ma licence, je ne serais pas parti en France, je ne serais pas docteur, je ne serais pas prof en train de vous enseigner, etc. Beaucoup de choses. Je ne vais pas étudier parce qu'il y a du chômage. Donc ça aussi, c'est une excuse. Donc au contraire, je dis voilà, même s'il n'y a pas d'ouvrage, donc je vais chercher des photocopies ou je vais chercher des trucs sur Internet, même s'il y a du chômage, donc je vais essayer d'être le meilleur pour que je puisse effectivement donc être pris. Il y a des gens qui vont être pistonnés, etc. Ils vont avoir le boulot, donc je vais faire partie des meilleurs pour que ils soient obligés de me prendre parce qu'ils ont besoin de moi. Je m'impose, je les oblige à me prendre parce que même, c'est vrai, ça existe le piston, la corruption, mais lorsqu'il y a beaucoup de postes, ils ne vont pas recruter que des pistons hein, parce qu'ils ont besoin aussi de gens compétents. Sur 10 personnes, par exemple, ils vont prendre 2, 3 qui sont pistonnés. Mais les 6 ou les 7 qui restent, ils vont être compétents. Donc, je vais essayer d'être parmi les meilleurs compétents pour que je puisse être pris. C'est comme ça, vous voyez l'état d'esprit combattant positif. Je ne cherche pas l'excuse du piston pour dire je baisse les bras et je ne fais rien. Non, je dis même s'il y a cet obstacle, je vais le dépasser. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait raisonner pour vos études. Parce que, justement, vous allez avoir des difficultés, etc. Et donc, voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on n'avait pas de place pour les séances de TD. Il y avait beaucoup de monde tellement que tu ne trouves pas de place. Même si tu arrives, les gens parfois, ils arrivent à 6 heures du matin pour avoir leur place, quoi. C'est extraordinaire. Et parfois, on rentrait par les fenêtres pour éviter la porte parce que les gens qui sortaient, les autres qui rentraient, c'était bloqué. Et on faisait le tour pour rentrer par les fenêtres pour avoir une place. Donc, si j'avais un esprit de perdant, je vais dire oui, mais il n'y a pas c'est vrai, il n'y avait pas les conditions pour comme ça. Les gens, parfois, ils marchaient sur les tables pour sortir, c'était sale, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui pourraient décourager. Mais si tu as un esprit combattant, tu peux surmonter. Voilà. Et donc, il n'y a personne dans ce monde, dans cette planète, qui va réussir sans avoir rencontré des problèmes, des difficultés. Donc, les difficultés, ça fait partie de la vie. Il faut les accepter et leur trouver des solutions. Alors,
par rapport à la liberté, tout à l'heure, on a dit il faut éviter le piège de la liberté. Donc, comment? En ayant le sens de responsabilité. Je suis libre d'entrer ou pas, d'assister ou pas, mais je suis responsable. Pourquoi je suis responsable? Parce que c'est mon avenir. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Et deuxièmement, parce que mes parents, en général, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui se sacrifient, etc. Et donc, à partir de là, comment toi, tu peux te regarder dans un chacun en trouvant de quoi manger, de quoi se nourrir, etc. D'accord? En ne faisant pas le travail, c'est-à-dire en étudiant comme il le faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le sacrifice de tes parents, il est perdu. Et comment tu peux avoir le visage de les rencontrer après la fin de, je sais pas, de l'année, etc., semestre, et en leur disant, voilà, j'ai eu 3, 4, j'ai pas validé, etc., alors qu'eux, ils font des efforts, des sacrifices. Donc, c'est là où j'appelle effectivement les étudiants à être responsables. Donc, parfois, même lorsque tu n'as pas la motivation, bah, n'oublie jamais que tes parents, ils font des sacrifices aussi. Ils ne sont pas motivés aussi pour renoncer à certaines choses, mais ils le font pour que toi, tu puisses avoir les meilleures conditions, pour que toi, tu puisses acheter un ouvrage, pour que toi, tu puisses payer le loyer et des choses comme ça. Donc, même si tu es fatigué, même si tu as la flemme, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de travailler, rappelle-toi qu'il y a toujours des parents derrière toi qui font des sacrifices. Et tu n'as pas le droit de les décevoir. Vous n'avez pas le droit de les décevoir. Moi, quand j'étais en France aussi, c'était pareil. Quand j'avais pas envie de travailler ou j'étais vraiment fatigué, etc., je me rappelais toujours de mes parents et je me dis non, j'ai pas le droit parce que eux aussi, même lorsqu'ils sont fatigués, etc., ils travaillent pour voilà, pour se sacrifier pour moi et pour mes autres frères, etc. Donc, et je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les familles marocaines. Et donc, il est de votre responsabilité de leur rendre l'appareil, c'est-à-dire le sacrifice, il faut le récompenser. Et la meilleure façon de le récompenser, c'est minimum d'assister aux séances, de travailler et de réussir ses examens. D'accord? Alors, par rapport à la dépendance aux profs, comme autonomie, et je crois qu'avec la pandémie actuelle, vous serez amené à le faire, obligé à le faire, parce que ne le prenez pas comme une contrainte, quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être une occasion, une opportunité pour développer son autonomie dans l'apprentissage, pour être de plus en plus capable de comprendre les choses sans avoir recours à un prof, même s'il est toujours nécessaire. Mais voilà, donc il faut développer ce sens de l'autonomie parce que c'est très, très important. Et d'ailleurs, pas uniquement pour vous en tant qu'étudiant, mais aussi pour nous en tant qu'enseignants. Nous, par exemple, hein, donc, cette pandémie, c'est vrai qu'on enseignait d'une certaine manière classique, mais aujourd'hui, hein, donc avec la pandémie, on est obligé de passer au numérique. Donc, la façon d'expliquer, ce ne sera pas la même. Donc, on doit s'adapter, on doit apprendre aussi à faire des montages de vidéos, des choses comme ça. Donc, même s'il y a parfois des problèmes, des difficultés, mais c'est toujours l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et d'avancer dans sa vie. D'accord? Donc, il ne faut pas toujours le prendre de manière négative. Et puis, le sens de l'organisation, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, les gens qui réussissent, ce sont toujours les gens qui sont efficaces. فعالين يعني عندهم الفعاليه في الخدمه ماشي بالضروري يخدم واحد 20 ساعه في النهار دونك يمكن يخدم غير 10 سوايع ولكن عنده الفعاليه l'efficacité donc il arrive à atteindre les objectifs mais pour être efficace donc il faut avoir l'organisation. Si tu travailles de manière désordonnée يعني عشوائيه etc. malheureusement mais si tu travailles beaucoup plus que les autres tu vas avoir moins. Mais si tu travailles de manière efficace, intelligente, organisée, donc là, tu vas avoir plus de résultats et plus d'objectifs. Donc l'organisation, organisation, c'est très important. Alors bien sûr, croire en soi, c'est un rapport avec l'esprit combattant. Donc il ne faut pas partir perdant ou avec une attitude négative ou en se disant toujours je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je suis nul, je ne suis pas intelligent, etc. Non. Donc, si tu pars avec ça, donc ça veut dire c'est la meilleure façon d'échouer. OK? Bien. Alors, donc, on va essayer de voir quelques règles à suivre. OK? Les questions, je vais répondre à la fin. D'accord? Je vais répondre à vos questions. Alors, les règles à suivre. Ça, c'est très important parce que, justement, on parlait d'organisation.
Et l'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut suivre des règles, il faut mettre en place les règles qui vous conviennent, les bonnes habitudes et les respecter. Essayez toujours de les répéter tout le temps. Donc, si vous les respectez, si vous les répétez tout le temps, donc je vous garantis que vous allez réussir. Non seulement en micro, mais dans toutes les matières. Parce que ça, le programme que je suis en train de vous donner, c'est valable pour toutes vos études. D'accord? Très bien. Alors, la première chose, c'est la régularité et la continuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de travailler une matière, par exemple, une fois, et après passer beaucoup de temps, par exemple une semaine ou 2 semaines après, et revenir à cette matière, donc c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que déjà tu oublies ce que tu as appris, et tu es obligé de retravailler ce que tu as déjà travaillé, ce qui est une perte de temps, et tu as l'impression que tu es toujours au même point, tu n'avances pas. Je vous donne juste un exemple simple. Imaginons tu as pris la première section de ce chapitre, d'accord, de cette introduction de microéconomie. Donc, tu as décidé de la réviser pendant une journée, ok, lundi. Et tu vas rester, la micro, tu ne vas plus la toucher jusqu'à, lundi d'après, c'est-à-dire 2 semaines après. Bah, tu vas oublier beaucoup de choses, d'accord? Et tu vas être obligé de réviser ou de retravailler ce que tu as, voilà, hein, donc la séance que tu as, à laquelle tu as assisté, pour essayer de juste de remémorer, de te rappeler qu'est-ce que tu as déjà travaillé. Et donc, ça fait du double travail, c'est pas intéressant. Alors, au lieu de travailler, par exemple, la microéconomie pendant 6 heures, pendant une journée, et attendre 2 semaines, voilà, donc tu peux travailler la microéconomie pendant toute la semaine, c'est-à-dire au lieu de faire 6 heures d'un seul coup, je vais faire 6 heures réparties sur 3 fois. Par exemple, lundi 2 heures, mercredi 2 heures, samedi au vendredi 2 heures. Et comme ça me fait la même durée, 6 heures, mais réparties sur 3 fois. Donc, du coup, j'ai travaillé la microéconomie pendant une semaine. Donc, ça me permet de me rappeler et donc d'avoir une continuité dans le travail. Donc, l'idée que je voudrais vous transmettre, c'est qu'il ne faut pas travailler une matière ou quelque chose pendant une seule fois et après s'absenter pendant longtemps pour revenir à cette partie-là. Donc là, c'est la meilleure, c'est une méthode inefficace qui fait perdre du temps et donc t'oblige un petit peu toujours à répéter les mêmes choses. Donc, pour éviter ce problème-là, essayez toujours de répartir, par exemple, hein, donc si tu vas travailler une matière, il ne faut pas dépasser 1 heure et demie pour 1 heure. Comme ça, tu peux la travailler 2 jours après, et donc là, tu vas garder la continuité. Comme ça, ton cerveau, il y a un fil conducteur, donc qui garde toujours la microéconomie dans la mémoire. Alors que si tu la travailles une fois et tu t'absentes pendant 10 jours ou 15 jours, le fil, il est perdu, il est cassé, et donc ça t'oblige un petit peu à retravailler les choses depuis le début. Donc, tu recommences à zéro. Donc, ce n'est pas du tout efficace, et comme j'ai dit, vous n'avez pas le temps, donc le temps, il est très limité. Donc, essayez d'être efficace. Donc, voilà, c'est la première règle. Travailler par objectif, ça, c'est fondamental. Il ne faut pas travailler de manière désorganisée, hein, donc toujours dans l'organisation. Travailler par objectif. Ça veut dire quoi par objectif? Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas travailler uniquement pour valider avec 10. Je travaille pour avoir une mention. Et pour cela, donc, je vais viser la meilleure note possible. Donc, mon objectif, par exemple, en micro, je me dis, voilà, je ne vais pas valider, etc. Non, ce genre de conneries, non. Je vais avoir 14 en microéconomie. Et déjà, le fait de fixer un objectif, d'avoir 14 en micro, ou 16, ou je sais pas combien, donc ça motive votre cerveau et il vous donne déjà une direction qui va l'obliger à travailler un peu plus, à être plus ingénieux, plus efficace, etc. Maintenant, si tu lui dis, je vais juste 6, vous comprenez parfaitement que le cerveau aussi, il va savoir par rapport à l'effort nécessaire pour avoir juste 6. C'est comme si tu te dis, voilà, je veux, par exemple, courir pendant 5 km. Quand tu arrives à 2 km, donc tu ne vas pas être fatigué. Pourquoi? Parce que ton objectif, il est quoi? Il est d'atteindre 5 km. Par contre, si tu fixes l'objectif uniquement à 2 km, déjà, tu arrives à 1 km, tu es déjà fatigué. Eh bien, c'est la même chose. Donc, tu te fixes un objectif ambitieux, voilà, pour atteindre une bonne note, voilà, ou par exemple pour avoir des mentions. Hein. Donc, par exemple, je dis, voilà, je vais avoir une mention chaque semestre.
Ça, c'est un objectif qui va me motiver, qui va mobiliser mon cerveau pour qu'il puisse donner le meilleur de soi-même. D'accord? Ensuite, les objectifs aussi, ça peut être par rapport à la préparation. Par exemple, ben, il faut que le chapitre 1 soit révisé, bien traité, bien travaillé à la fin décembre, par exemple. Ou le 15 décembre, je dois, ou une section, je vais la finir la semaine prochaine. Ou si tu lis un ouvrage, par exemple, bah, cet ouvrage, je vais lire 20 pages d'ici 3 jours. Ou je vais lire 100 pages d'ici 10 jours. Et ainsi de suite, d'accord? Donc, ce n'est pas ça qui manque. Ou par exemple, si on raisonne en termes d'exercice, bah, quand on aura fait une partie mathématisée, etc., je dis, voilà, l'objectif, c'est de résoudre 10 exercices sur cette partie-là, sur cette section qui traite de calcul mathématique et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne vous réveillez pas le matin et dire, oui, je vais réviser. Qu'est-ce que tu veux réviser? Dans quel objectif? Combien? Etc. Donc, il faut se fixer des objectifs chiffrés. Comme ça, tu te fixes une cible à atteindre, tu es plus concentré, ton cerveau il est mieux mobilisé et donc tu vas t'organiser encore plus. Par contre, si tu dis, bon, je vais faire ce que je peux, quand je veux, etc., eh ben, tu vas perdre des journées et des journées et tu ne vas pas avancer dans ta préparation, dans votre préparation. D'accord? Et la fixation, le planning, il est fondamental. Donc, c'est en fonction des objectifs que tu vas élaborer un emploi du temps chaque jour, d'accord? Et c'est 4 heures par jour. J'élimine 8 heures de sommeil. Il me reste 16 heures. 16 heures, bon, je vais éliminer encore 2-3 heures pour les repas ou si je fais la cuisine moi-même. Allez-y. Donc, ça fait ça reste 13 heures, 2 heures pour pause, etc. Il me reste 10 heures à la limite, d'accord? Donc 10 heures par jour, je vais les consacrer uniquement pour les études. Comment je vais les répartir? C'est comme le consommateur. Comment il va répartir son budget de 100 dirhams entre les agents? Comment je vais répartir mon budget de 10 heures entre les différentes matières? Bah, par exemple, je vais comptabiliser 2 heures par matière, par exemple, donc je vais dire 4 matières. Aujourd'hui, je vais réviser 4 matières, travailler 4 matières, 2 heures, 2 heures, 2 heures, statistique, management, compta, maths. Et puis le lendemain, je vais étudier les 3 autres matières aussi. Et ainsi de suite. Donc, du coup, avec un planning, ça t'oblige à le respecter et ça t'oblige à t'organiser, à être efficace. Par contre, si le temps il est open, il est ouvert et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de restrictions, bah, tu te dis, bah, je le fais quand je peux. Et donc, malheureusement, donc, ça fait gaspiller. Très bien. Alors, le planning, bien sûr, je vous ai donné juste un exemple. Après, c'est à vous de faire le planning qui vous convient. Au début, hein, je vous avertis, ça va être très difficile de le respecter, mais accrochez-vous. Accrochez-vous au moins la première, deuxième semaine, même si vous ne respectez pas tout, ce n'est pas grave. Si vous respectez une partie, une autre pas, ce n'est pas grave. Continuez, toujours. L'essentiel, c'est de continuer jusqu'à ce que vous allez vous habituer. Et quand vous allez être habitué, croyez-moi, hein, donc ça va être plus un plaisir qu'une contrainte. Alors concernant comment travailler le cours, alors il est très important que vous sachiez un principe qui est fondamental, c'est que la compréhension, c'est la répétition. Plus je répète, mieux je comprends. Et pour cela, donc, je vous demande de préparer le. Par exemple, imaginons que je vais vous faire 5 diapos. Ces 5 diapos, il faut les lire avant. Donc, vous allez lire voilà, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, vous le soulignez, etc. C'est pas grave si vous comprenez rien, donc c'est normal aussi. Donc, quand vous allez arriver assister à la séance, donc le prof il va vous expliquer et donc tout ce que vous n'avez pas compris, donc vous allez voir si vous l'avez compris pendant la séance ou pas. S'il reste des choses que vous n'avez pas comprises, vous allez poser des questions et donc le prof va vous expliquer ou je vais vous expliquer. À la fin, il ne faut pas dire non, bon maintenant je suis fatigué, je vais laisser à demain, etc. Non, il faut réviser tout de suite. Quand tu rentres chez toi ou vous rentrez chez vous, en tout cas, vous êtes chez vous maintenant, mais bon, quand les séances sont terminées, vous prenez des fiches et essayez de résumer un petit peu ce que vous avez compris de ce cours. Parce que pendant que les idées sont nouvelles, sont fraîches, vous allez facilement les mémoriser. Si vous laissez demain, après-demain, etc., vous allez oublier, en tout cas une partie. Donc, tout de suite, j'essaie de synthétiser, de résumer le cours. Et donc, on établit ce qu'on appelle des fiches de cours. Et comme ça, lorsque je vais réviser, je ne vais plus revenir au polycope, etc. Lorsque je vais commencer ma préparation, je vais juste regarder les fiches parce que
je connais déjà ce qui est dedans, j'ai déjà compris, j'ai déjà mémorisé, et donc ça va me faire gagner du temps, et donc ça me permet de travailler les examens plus facilement. Et donc, quand tu regardes ça, ça veut dire que tu as travaillé ce cours pendant 3 fois, avant, pendant et après le cours. Donc, ça fait 3 fois que tu entends, tu écoutes la même chose. Et donc, forcément, ça va t'aider à comprendre et surtout à mémoriser. Alors, comment travailler le cours? Alors, surtout, les étudiants me posent souvent cette question. Est-ce qu'on doit apprendre par cœur? Non, surtout pas apprendre par cœur. Il faut travailler par question, la méthode socratique, philosophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on étudie quelque chose ensemble, vous allez poser des questions. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, on ne va pas vous demander de réciter la page 10 ou la page 15 ou je ne sais pas quoi. On va vous poser des questions de réflexion. Donc, vous devez être capable d'organiser les connaissances et les informations. Et la meilleure façon d'organiser ça, c'est les questions. Et croyez-moi, c'est très efficace. Parce que je vais vous donner une image. Si vous comprenez même le cours, mais vous n'organisez pas les connaissances dans votre tête, dans votre mémoire, le jour de l'examen, ça va être très difficile pour vous de répondre aux questions. Pourquoi? Parce que les connaissances, les informations ne sont pas organisées. Donc, ils sont mélangés les unes avec les autres. Et donc, quand tu as une question qui te demande de séparer ou de prendre une seule connaissance parmi ça, bah, comme c'est mélangé en désordre, donc tu vas avoir du mal à sortir cette connaissance, cette information dont tu as besoin pour répondre le jour de l'examen. Par contre, si c'est organisé dans des cases et donc dans c'est-à-dire chaque information correspond à une question, c'est-à-dire une réponse à une question, eh bien, ça devient plus facile le jour de l'examen. Chaque fois que tu as une question proche ou la même question, donc tu vas avoir la réponse automatiquement. Je vais donner une image. C'est comme vos vêtements, d'accord? Votre cerveau, les connaissances, ce sont vos vêtements, d'accord? Et l'armoire, c'est votre cerveau, votre mémoire. Donc, si vous avez nettoyé tous vos vêtements et vous avez pris tous les vêtements et vous les avez jetés dans l'armoire, ok? Le lendemain, vous allez à la fac, vous allez au travail, etc. Vous avez besoin d'une telle chemise, d'un tel pantalon, telle chaussette. Eh bien, ça va être très compliqué de les trouver. Pourquoi? En tout cas, tu vas passer beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Les chemises sont mélangées avec les pantalons sont mélangés avec je sais pas, les blouses, et ainsi de suite. Donc, comme tout est mélangé, n'est pas ordonné, n'est pas organisé, tu vas perdre du temps. Et ben, c'est la même chose qui arrive aux étudiants le jour de l'examen. C'est-à-dire, comme on a dit, donc, les connaissances sont les vêtements. Donc, comme les connaissances, même s'ils sont comprises, mémorisées, mais ne sont pas organisées, quand on pose une question, c'est-à-dire j'ai besoin d'une chemise, d'un vêtement particulier, donc j'ai besoin d'une connaissance particulière, comme si ce n'est pas organisé, et ben dans le cerveau, c'est très difficile de trouver la réponse, et ça explique pourquoi parfois les étudiants sont bloqués, ou pourquoi parfois ils mettent beaucoup de temps à trouver la réponse, et après ils te disent l'examen il est très long alors que c'est lui qui est très long. Et donc voilà, parce qu'ils ne sont pas casés les informations dans des cases qui sont faciles à trouver. Alors si j'avais rangé les chaussettes avec les chaussettes, les chemises blanches avec les chemises blanches, les pulls, les pantalons, etc., chacune dans une rangée, etc., bah, si j'ai besoin d'une telle chemise, je vais directement voilà, tranquillement et prendre ce dont j'ai besoin. Pareil, si je range, j'organise les connaissances à travers des questions, et ben chaque fois qu'on va me poser une question au jour de l'examen, je vais y aller directement et donc ça ne me posera pas de problème. Okay? Donc, toujours travailler par question. Quel genre de question? Par exemple, imaginons demain, on a étudié la rareté. C'est quoi la rareté? Définition. Deuxièmement, pourquoi la rareté? À quoi ça sert? Comment mesurer la rareté? Comment définir que je suis en situation de rareté ou pas? Donc, quand vous posez des questions comme ça, donc ça vous permet d'organiser tout ce que vous avez écouté, appris de par le prof, les explications du prof. Et croyez-moi, non seulement tu vas mieux comprendre, mais en plus, tu vas mémoriser. Tu ne vas jamais oublier cette connaissance, cette information. Pourquoi? Parce qu'elle est enchaînée, elle est attachée à une question. Et donc, quand c'est attaché comme ça, dans votre cerveau, dans votre mémoire, donc vous n'allez jamais oublier. Le jour de l'examen, vous allez répondre facilement. Alors, quand il y a des applications, des exemples, comme on a dit tout à l'heure, donc il faut les retravailler tout de suite. Donc, il ne faut pas les laisser jusqu'à demain, la semaine prochaine, etc. Pendant que c'est vraiment frais dans votre mémoire, neuf, donc il faut en profiter pour bien mémoriser. D'accord?
Enfin, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut un bon entourage, une bonne fréquentation. Donc il faut choisir des gens qui sont sérieux, d'accord, qui veulent réussir des objectifs comme vous, d'avoir des 14, des 16, des mentions, qui veulent aller loin dans un master. Et donc ces gens-là, il faut constituer une équipe, par exemple deux, trois personnes, maximum, deux, parce qu'après ça devient n'importe quoi. Complémentaire, c'est-à-dire que, par exemple, moi je suis fort en compta, en maths, je vais chercher quelqu'un qui est fort en statistiques, comme ça, moi je vais lui apprendre la micro, je vais l'aider en micro maths, lui il va m'aider en micro stat, par exemple. Donc on fait un échange. Par contre, si tu te mets avec des gens qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas complémentaires, donc voilà, tu ne vas pas être efficace. Donc il est très important, effectivement, donc de constituer des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent, voilà, surtout te motiver aussi. Il ne faut pas oublier. Par exemple, imaginons demain, on s'est fixé voilà, 10 heures pour travailler, réviser ensemble. Demain, même si je n'ai pas envie, je suis fatigué, ben, parce que j'ai donné ma parole, je suis obligé de me lever et d'aller travailler avec eux. Et donc, du coup, ça motive, ça encourage. Donc, chacun, il va s'encourager mutuellement. OK? Très bien. Alors, dernier point, et donc je vous libère parce qu'il est déjà 18 heures. Alors, vous avez besoin de quoi concrètement? Tout à l'heure, lorsqu'on avait parlé d'outils techniques, notamment pour les gens qui ont des bacs scientifiques, des bacs économie, etc. Donc, j'avais dit qu'il y avait besoin de deux choses. Mise à niveau mathématique, c'est-à-dire qu'il faut améliorer son niveau en maths et améliorer son niveau en français. C'est obligatoire. Les maths, parce que l'économie, on ne peut pas faire d'économie sans maths. Et le français, c'est parce que c'est la langue d'enseignement, donc on est obligé. Alors, pour les économistes, donc besoin, ou peut-être même des gens, peu importe, qui ont besoin, ou qui ont des difficultés en maths. Donc, il faut d'abord étudier qu'est-ce qu'il faudrait réviser, qu'est-ce qu'il faut travailler. Toutes les dérivées des fonctions mathématiques, c'est-à-dire n'importe quelle dérivée, ok, il faut être capable de la faire tranquillement, parce que sinon, ça va être compliqué de faire de la microéconomie, parce qu'elle est basée sur justement ces dérivés-là, le Lagrangien, etc. Donc, c'est inévitable, dérivée première, dérivée seconde. Donc, vous avez plein de manuels mathématiques, essayez de travailler les exemples, les exercices que vous trouvez. Deuxièmement, tout ce qui est maximisation, minimisation, parce que justement, on va parler de maximisation de la satisfaction, minimisation des coûts, etc. Et donc, il faut savoir mathématiquement comment on fait ce travail-là. Donc, la méthodologie, c'est-à-dire les conditions de premier ordre, les conditions de second ordre, etc. Troisième élément, pardon, c'est les équations de premier degré. Ça aussi, on aura besoin, donc il faut travailler. Genre 2x plus 3 est égal à 0. À quoi est égal x? Chercher la valeur de x. Ça, c'est fondamental, l'équation de premier degré. Et puis, tout ce qui est simplification, calcul des puissances, c'est-à-dire x avec une puissance, x à la puissance n. Par exemple, x à la puissance n fois x à la puissance m, je dois être capable de savoir à quoi est égal, c'est-à-dire x à la puissance n plus m. Par exemple, x au carré fois x à la puissance est égal à combien? Donc, x est égal à x à la puissance 2 plus 3, ça fait x à la puissance 5. Donc, il faut être capable de faire ce calcul-là. D'accord? Donc, tout ce qui est xn fois xm, x à la puissance n sur x à la puissance m, 1 sur x à la puissance n. Donc, tout ça, il faut le maîtriser à fond. C'est obligatoire. Donc, voyez, hein, donc je ne demande pas une base mathématique extraordinaire, mais pas d'intégrale, pas d'équation différentielle. Mais au moins ça, donc, parce que si vous n'avez pas uniquement ces 3 ou 4 éléments, outils, ben, ce sera impossible de valider en maths, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un exercice sur le Lagrangien qui est sur 8 points, et la première question en général, c'est sur les dérivés, etc. Donc, si tu te trompes dans la première question, tu vas être incapable de répondre aux autres, donc tu vas perdre 8 points. Ben, imaginez 8 points, c'est la moitié de l'examen, quoi. Donc, attention à ça. Préparez, vous avez à peu près un mois et demi, donc c'est largement suffisant. Si vous avez du mal à travailler tout seul, comme j'ai dit, travaillez avec d'autres personnes qui sont à l'aise mathématiquement. Et je crois que l'idéal, ça serait de constituer des groupes, par exemple, si vous voulez faire des groupes entre
des gens scientifiques et des gens économistes, des gens qui ont un bac scientifique et d'autres qui ont un bac économie. Donc, ça peut être vraiment très complémentaire. Donc, les scientifiques vont soutenir les économistes en maths et les économistes vont soutenir aussi les scientifiques, voilà, donc dans la micro, la macro, les autres matières, la compta, etc. Bien, alors on arrive maintenant au dernier point, c'est la langue, le français, bien évidemment. Et donc, le premier point, bien sûr, à régler, c'est le vocabulaire. Parce que si tu n'as pas de vocabulaire, pardon, tu n'as pas de mots. Si tu n'as pas de mots, tu pourrais ni parler, ni comprendre. Et donc, moi, je le dis souvent sur un ton amusé à mes étudiants chaque année, faites comme les médicaments. Hein. Donc, apprendre le vocabulaire, c'est votre médicament. Apprendre un mot au petit déjeuner, au déjeuner, et un troisième au dîner. Donc, 3 nouveaux mots par jour, c'est pas très compliqué, ça prend 2 minutes, et donc ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Imaginez, après un mois, vous avez appliqué cette méthode, vous allez avoir 90 mots nouveaux dans votre répertoire, c'est pas rien. Mais pour que ça soit mémorisé définitivement, il faut les utiliser dans des phrases, pas uniquement apprendre le mot dans le dictionnaire et dire c'est bon. Parce que demain ou après-demain, tu vas l'oublier. Donc, il faut l'utiliser dans des phrases. Et plus tu l'utilises dans des phrases, etc., plus ça va être gravé dans votre mémoire. Alors, quand je parle du vocabulaire, bien sûr, le vocabulaire normal, en utilisant le dictionnaire, le Robert, Larousse, etc., mais aussi le vocabulaire économique, c'est-à-dire tous les concepts économiques. Le mustalahat iqtisadiyya, c'est très important. Et donc là, fondamental aussi de regarder tout ça, c'est sur Internet. Hein. Il y a des dictionnaires économiques, des encyclopédies économique aussi. Donc, chaque fois, tu dis, c'est quoi l'inflation, c'est quoi la croissance, c'est quoi le chômage, c'est quoi le consommateur, c'est quoi le producteur, c'est quoi l'élasticité, et des choses comme ça. Et donc, quand tu les apprends dans dans le dictionnaire, après, quand le prof va utiliser le même mot, tu vas le comprendre, tu vas suivre. Et donc, ça, c'est très, très utile pour vous. Alors, parallèlement à ça, il faut améliorer son oral. Donc, l'oral, il faut pratiquer. Donc, il faut parler. Donc, là, effectivement, on n'avait pas l'occasion de se voir, etc. Mais vous pourrez faire ça sur WhatsApp, voilà, donc sur Internet. Effectivement, donc 15 minutes. 15 minutes par jour, hein, c'est un minimum. Vous parlez de tout et n'importe quoi, n'importe quel sujet, peu importe, même si vous parlez de vos courses, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, mais le fait d'utiliser des mots, des vocabulaires français et de pratiquer chaque jour, ça va vous aider à être plus à l'aise. Et n'oubliez pas que vous aurez des exposés à faire, que ce soit cette année, l'année prochaine, et encore plus, vous allez exposer votre mémoire. Donc, si vous apprenez pas à parler en français dès maintenant, ça va être compliqué pour vous. Et aujourd'hui, je connais plein d'étudiants qui sont pénalisés malheureusement parce qu'ils n'arrivent pas à parler en public. Donc, ils ne peuvent pas faire des exposés. Lorsqu'ils passent des entretiens, ils sont pénalisés. Même s'ils ont de très bons dossiers, il y a quelqu'un qui va être moins que lui dans le dossier, mais il parle bien, donc il va effectivement donc être sélectionné. Donc, vous allez perdre des opportunités parce que vous ne parlez pas français. Donc, il faut le travailler. Et puisque vous êtes en première année, même si vous avez des difficultés, ce n'est pas encore trop tard pour bien faire. D'accord ? Très bien. Alors, troisièmement, l'écrit aussi, il ne faut pas l'oublier parce que vous avez des dissertations. Vous avez même des matières, par exemple les problèmes économiques, management, l'économie monétaire, qui s'est basée sur les dissertations. L'examen, c'est une dissertation. Donc, ne me dites pas, je ne sais pas écrire, pardon. Donc, il faut apprendre à le faire. Et donc, la meilleure façon, c'est de pratiquer. Avec le vocabulaire que vous apprenez chaque jour, avec ce que vous allez lire, etc. Essayez d'écrire une page 2 fois par semaine pour commencer. Ce n'est pas très compliqué. Alors, pas forcément écrire des choses très sophistiquées. Bon, vous pourriez juste décrire votre journée. Qu'est-ce que tu as fait depuis le matin jusqu'au soir? Tenir votre journal, ce qu'on appelle le journal psychologique, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui m'ont mis en colère, je vais les écrire en français. Il y a des choses qui m'ont rendu heureux, je vais les écrire. Voilà. Et donc, tu prends un cahier de 100 pages, etc. Et chaque nuit, tu écris une page comme ça. Donc, ça va t'aider
grandement. Même si c'est des choses qui sont banales, le fait d'écrire, d'utiliser des mots, de faire des phrases en français, ça va te faciliter la tâche quand tu vas être obligé de faire des dissertations. Et puis, je le conseillerais jamais assez, lire, 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 hein, donc c'est la clé. Donc, il faut lire, bien évidemment, l'économie, tout ce qui est économique, parce que vous devez développer votre culture économique générale, c'est très important pour les concours par la suite, les examens, mais aussi lire ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire des romans. Si vous aimez la philosophie, lisez des ouvrages de philosophie. Si vous aimez l'histoire, lisez des ouvrages d'histoire, etc. Peu importe, l'essentiel c'est de lire et de s'enrichir. Et puis l'actualité économique, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des quotidiens, des hebdomadaires, pardon, des magazines sur Internet maintenant gratuits, hein, que ce soit actualité économique marocaine ou internationale économique. Il y a plein, l'économiste.com, le premier quotidien économique au Maroc. La vie économique, c'est un hebdomadaire. Média 24 aussi, donc c'est un quotidien aussi. Il fait des choses sur l'économie. Donc voilà, il y a plein de ressources sur Internet. Il suffit juste de s'organiser, comme j'ai dit, et dire voilà, je vais réserver ce temps de lecture. Par exemple, 1 heure, par exemple, ça vous permettra de travailler le français chaque jour. Et rappelez-vous, régularité, continuité. Je préfère que vous travaillez une petite heure chaque jour au lieu de travailler 2-3 heures une semaine et arrêter pendant 2 semaines et reprendre, comme on a dit, hein, continuité, régularité. Voilà donc en gros un petit peu hein, les règles de base, comme vous voyez, hein, donc c'est des choses de bon sens. Je suis sûr et certain que si vous les appliquez à la lettre et de manière régulière tout le temps, vous allez vous habituer et ça va vous aider dans vos études, même après par la suite, hein, bien évidemment. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles on va discuter par la suite au fur et à mesure parce que je n'ai pas donné tout, hein, donc parce qu'on ne peut pas tout dire en deux. Mais on aura l'occasion, bien évidemment, de revenir sur la méthodologie au fur et à mesure qu'il y a des occasions pour parler des erreurs à éviter, des pièges à contourner, etc., des choses à faire, des choses à ne pas faire. Voilà. Donc, je vous écoute. Hein, donc, si vous avez des questions. Allô? Non, monsieur. Voilà. Ceux qui sont Il n'y a restés. pas de souci, il n'y a pas de souci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Non, monsieur. Pas de souci. D'accord. Merci, monsieur. D'accord. Parfait. Donc, on se donne rendez-vous. Donc, Merci, demain, je vais essayer monsieur. de. Je vous en prie, hein, c'est mon devoir. Donc, on va essayer de. Demain, je vais respecter le temps. Une question, monsieur. Oui, oui, allez-y, allez-y. Monsieur, une question. Tansmak, allez-y. Est-il nécessaire pour les réponses? Il est nécessaire de. Wait. Sinon, essayez d'écrire un message à la limite et je peux répondre si vous avez du mal à l'exprimer.